Architecture, ingénierie, urbanisme, développement local, complémentarité et synergie de compétences, depuis plus de 10 ans, EDO SCP Congo accompagne ses différents clients dans la réalisation et le suivi de leur stratégie de projet. Conduit par Gervais Aurélien Dibansa, architecte et urbaniste de formation, nous avons fait le tour de Brazzaville à la découverte des chantiers où ils sont présents. Plusieurs années d'expérience au service des autres, c'est l'option que Loïc Kamona a choisie pour être utile à la communauté. Économiste de formation et cadre dans une entreprise de la place, il a décidé d'accorder des formations en analyse financière afin d'aider plusieurs entrepreneurs et chefs d'entreprise à maîtriser cet outil fondamental pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Nous l'avons reçu et échangé sur plusieurs thématiques allant dans son sens. Brazzaville, OCH, il est 9 h du matin. Depuis quelques semaines, Mawani poursuit son stage au sein de EDO SCP Congo, une particularité cette année. Étudiant en 5e année à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé au Togo, il a décidé de revenir au pays pour son dernier stage avant la soutenance de son diplôme d'architecture. Question de mieux s'imprégner de la réalité locale et des différents défis à relever face au développement. C'est une option stratégique pour celui qui souhaite vite revenir au pays après l'obtention de son diplôme. Bonjour, je suis Mawani Fred de Beau Séjour, architecte en fin de formation, master de architecture, où j'ai fait mes études actuellement en République du Togo, dans la ville de Lomé. Et je suis ici dans cette entreprise pour un stage académique de fin de formation. Un stage qui m'a été imposé par l'école selon le cursus scolaire et le cursus de fin de formation. Par une note qui m'a été délivrée par l'école et que j'ai donc inséré dans le cabinet d'architecture qui m'a donc reçu ici pour un stage. Mon stage, je le fais actuellement à EDO, études de design, architecture et urbanisme, une société congolaise professionnelle du bâtiment qui m'a reçu à bras ouverts. Et voilà, ici dans le cabinet, nous travaillons dans diverses tâches, nous intervenons dans divers domaines de construction et des travaux publics. Et au cabinet, mais ma principale tâche ici, c'est notamment ce que nous voyons ici. Il y a la conception, il y a l'élaboration des plans techniques et architecturaux. Et ensuite, mon travail ici au sein du cabinet, c'est jalonne entre travail au bureau et réunion et en même temps les visites sur les chantiers. Architecture, ingénierie, urbanisme, expertise immobilière, valeur vénale, expertise technique, développement local, complémentarité et synergie de compétences. Depuis plus de 10 ans, EDO SCP Congo accompagne ses différents clients dans l'identification, la conception, le suivi de leurs stratégies et projets. Doté d'une équipe constituée de plusieurs jeunes, EDO SCP Congo tient une forte expérience dans le domaine des études économiques, dans l'assistance, la conception de politiques et stratégies de développement dédiées aux entreprises privées, mais également aux collectivités locales. Pila, au nord de Brazzaville, pas loin des majestueuses tours qui font désormais la fierté de la ville, nous retrouvons plusieurs collaborateurs pour le contrôle de ce nouveau chantier. Également, Diofi Shekina Ongania, ingénieure génie civil et experte immobilière de formation. Elle est aujourd'hui responsable QHSE et passation de marché au sein de EDO SCP Congo, poste stratégique qui nécessite plusieurs descentes sur le terrain afin de mieux contrôler l'avancement des travaux.
Financé par la Banque mondiale, ce vaste chantier verra naître l'Institut national de la statistique INS et du Centre d'application de la statistique et de la planification CASP. Destiné au ministère du Plan de la statistique et de l'intégration régionale. Edo SCP Congo, sur ce chantier, a assuré les études et actuellement la mission OPC, ordonnancement, pilotage et coordination. Et c'est grâce à l'apport de plusieurs partenaires techniques que les travaux avancent. Particuliers, entreprises privées, institutions publiques, organisations, Edo SCP Congo ne cesse de s'élargir. Arrondissement 2 Bas-Congo, nous retrouvons Justin, élève en terminale F4 au lycée technique 1er mai. Passionné par l'architecture et l'ingénierie, il a fait sa demande de stage auprès de Edo SCP Congo qui se charge désormais de sa formation et son orientation. Mission principale aujourd'hui, prospecter le chantier et fournir un rapport journalier sur les finitions des travaux. Comme lui, Patrobas Bassola est également chargé de l'inspection des travaux sur le site. Étudiant Master 2 dans un institut de la place, il a été recruté sur le domaine de la compétence. Misant sur la coopération, le bureau d'études Edo SCP Congo travaille en partenariat avec plusieurs experts du bâtiment, souvent bilingues et étrangers, ce qui a été le point déclencheur pour Petrobras. We have succeeded, donc. Yeah, I think everybody appreciate it. Even the client when they come here, you guys see something like that. We hope. I tried my best. Financé par l'Agence française de développement AFD et destiné à l'éducation, les travaux sur ce site ont été orientés vers la réhabilitation et l'extension de l'Institut national du travail social, dont le principal bénéficiaire est le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bienvenue, nous sommes sur l'un des sites du bureau d'études d'Edo. Ouais. Ici, c'est une école de formation, l'INTES. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes lancés sur un projet. Et juste là à côté, c'était un bâtiment existant R+1. Ouais. Nous l'avons relevé. Et de part et d'autre, nous avions des bâtiments en plein pied. Ouais. Et nous les avons transformés en 2 modules. Ouais. Ici à ma gauche, nous avons le module 1 et à ma droite, nous avons le module 2 qui sont construits. D'accord. Beaucoup de personnes travaillent ici. En termes d'employés, ça représente combien de personnes? Plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine. Les effectifs varient par rapport aux tâches. D'accord. La construction, elle est moderne? Oui, bel et bien elle est moderne. Vous voyez, nous avons une couverture en plexiglas. Oui. Pour c'est un peu de... Lorsque nous sommes sur cette terrasse, de voir un peu le ciel, quand il pleut avec les eaux, ça fait un peu du beau. Oui, je vois. Le bâtiment, nous avons construit en utilisant les matériaux en béton armé. Oui. Vous voyez un peu, nous sommes suffisamment ordonnés. Il y a le bureau d'études Edo SPC Congo. Oui. Il y a la mission de contrôle de prestation par l'IBES, l'entreprise de construction qui est CPG. Et le projet a été financé par l'AFD. Et le maître d'ouvrage, le bénéficiaire de ce projet, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et de temps à autre, nous avons des réunions avec nos partenaires qui sont en train de discuter concernant l'état d'avancement des travaux. Nous nous sommes ensuite rendus dans l'arrondissement 7 Filou. Ici, c'est plutôt un chantier fini et prêt à être inauguré que nous avons visité. Financé par l'État congolais pour le compte du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, il va abriter l'hôtel des impôts de Filou, dont les travaux n'auront duré que 4 mois. Bienvenue ici, nous sommes aux hôtels des impôts de Filou. Ouais. Le projet des hôtels des impôts est un projet du ministère des Finances pour les hôtels des impôts parce que en haut, comme vous voyez le bâtiment fini, nous avons des bureaux pour les agents des impôts. Et le projet a été construit, toutes les études ont été faites par Edo. Et ça a été construit par la structure BCC qui a réussi à rester dans les délais. Bien que c'était très coincé parce que ce bijou a vu le jour en 4 mois. D'accord. Ça a commencé en décembre et en avril, ça a pris fin. Bon, à part les derniers aménagements et les modifications, parce qu'actuellement, il y a la banque qui s'installe. L'ouverture est prévue même pour ce lundi. La banque s'installe au rez-de-chaussée. Il y a une bonne partie que la banque postale s'installe. Et en haut et le reste, ce sont les bureaux des impôts. Donc Edo a seulement agi sur l'étude, en fait. Non, pas seulement l'étude.
EDO a fait les études D'accord. et a supervisé les travaux, toute la mission en COP, la mission de supervision, ordonnancement, pilotage a été fait par le bureau d'études EDO. Donc, outre les études, nous avons suivi depuis le début jusqu'à actuellement l'ameublement avec la banque, mais à la fin, l'inauguration. D'accord. Ok. Et en termes d'employés, ça représente quoi qui ont travaillé sur le chantier? Les employés qui ont travaillé sur le chantier, c'était environ une trentaine de la structure BCC avec les contrôleurs d'EDO sur le site. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un R+1. Le rez-de-chaussée, il y a une grande partie dont la banque postale va s'installer pour pouvoir récupérer les recettes et aussi faciliter à desservir toute la population de cette zone. Et en gros, nous avons pratiquement tous les bureaux pour les impôts. Et nous avons une grande salle, la salle de réunion est en bas. Le reste, ce sont des bureaux. Que des bureaux et des bureaux. Pardon? Que des bureaux et des bureaux. Oui, des bureaux. Bien que c'est toujours insuffisant là, pour les impôts, mais au moins ça leur met dans les meilleures conditions qu'avant. De travail qu'avant. Solidement établi sur le secteur d'architecture, design, ingénierie, urbanisme, développement local et expertise immobilière, le bureau d'études EDO SCP Congo intervient essentiellement dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l'aménagement et de l'environnement, pilier et partenaire pour le gouvernement qui s'est fixé une marche sans arrêt vers le développement. De retour dans les locaux du bureau d'études EDO SCP Congo, nous avons retrouvé toute l'équipe autour d'une célébration à l'occasion de l'anniversaire de l'un des leurs. C'est dans cet esprit fraternel que la complicité se manifeste ici. Derrière toute cette grande machine se trouve Gervais Aurélien Dibansa, architecte urbaniste de formation, homme très discret. Loin des projecteurs, il préfère se réfugier sous la citation « Le travail ne doit jamais s'arrêter ». Cette dernière résume sa vision et incarne également sa personnalité. Nous avons finalement eu l'occasion d'être reçus par Nikes Bawamiou, expert immobilier et chef de projet au sein de EDO SCP Congo. Avec lui, nous avons échangé sur la vision à long terme de la boîte. Créer une entreprise rentable tout en étant au service de la communauté, mais également aider le gouvernement à atteindre ses objectifs tels que se présente aujourd'hui EDO qui a pris de la place sur le marché congolais. Alors, Nikes Bawamiou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nketi. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes chef de projet ici à EDO. EDO pour le grand public, qu'est-ce que c'est par définition? Ou encore la présentation de EDO? Donc EDO par définition c'est un bureau d'études. Oui. Donc nous avons études, design, architecture et urbanisme. Oui, tout ça c'est les services que vous présentez en interne. Aujourd'hui, comment vous êtes structuré et quelle est la valeur ajoutée que vous apportez sur ça? EDO aujourd'hui est structuré en plusieurs départements. Oui. Nous avons le département d'architecture, nous avons le département d'ingénierie, nous avons le département d'expertise immobilière et nous avons le département d'urbanisme. Est-ce que tous ces services-là vont s'arrêter là ou vous avez prévu ajouter d'autres services? Bon, d'autres départements? Nous avons prévu ajouter d'autres départements. C'est déjà là, nous sommes dans la démarche de la triste certification ISO. Oui. Donc là, déjà ce département s'impose. Après cette démarche, nous sommes déjà en train d'initier les gens pour qu'on crée le département qualité, hygiène, sécurité, environnement. En parlant de qualité, hygiène, sécurité et environnement, aujourd'hui, quelles sont vos offres et services et vos plus grandes réalisations? Nos offres, c'est accompagner nos clients partenaires. Nous avons des missions partielles. Les missions partielles concernent seulement les études architecturales ou d'ingénierie. Nous avons des missions complètes. Là, nous avons la première phase des études architecturales, d'ingénierie, et une deuxième phase, la mission OPC, ordonnancement, pilotage et coordination de projets. Donc, ça allait jusqu'à la réalisation de l'ouvrage. Exactement. Mais comme vous, beaucoup de cabinets ici au Congo-Brazzaville font la même chose, essaient également d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de leurs projets. Mais quelle est la valeur ajoutée que vous apportez sur le terrain? La valeur ajoutée que nous apportons sur le terrain, c'est que c'est la satisfaction de nos clients, la qualité et la satisfaction. C'est cela qui crée un climat de confiance entre nous et entre vous et nous. Vous existez depuis combien de temps déjà?
Edo existe depuis le 7 octobre 2008. Aujourd'hui, si vous existez, donc ça fait plus de 10 ans que vous existez, mais c'est pas facile, ça n'a pas été facile. Le grand défi qui ont été le plus dur à réaliser, au fait, ou encore à remonter, quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées? Les grandes difficultés que nous avons rencontrées, c'est d'abord l'implantation, la confirmation sur le terrain. Parce qu'en fait, Edo a commencé hors du pays. En rentrant du pays, c'était difficile de vous faire connaître parce qu'il y avait déjà des cabinets. Puisque nous avons commencé à être cabinet d'architectural, mais en surmontant ces difficultés, en convaincant les gens dans nos réalisations, dans notre accompagnement, à la qualité de service, aujourd'hui nous sommes passés du cabinet au bureau d'études. Au bureau d'études. Et vous travaillez avec les particuliers. Quels sont vos différents partenaires aujourd'hui? Nos différents partenaires aujourd'hui, il y a l'AFD, il y a la Banque mondiale à travers ses entités, nous avons le PESCAD, nous avons le PAREFTES, nous avons le GRET, qui est une ONG française. Voilà un peu les partenaires solides avec lesquels nous travaillons. Les clients privés, mais si on vous demandait aujourd'hui quelle est l'analyse que vous faites du partenariat public-privé? L'analyse que nous faisons du partenariat public-privé, c'est une analyse fructueuse. Fructueuse parce que il y a d'abord un climat de confiance qui s'établit par la qualité que je disais tantôt, et cela nous pousse à écouter et à rendre exactement ce que le partenaire est en train de vouloir. Et en fait, c'est l'accompagnement, parce que ça évite aussi l'endettement. Lorsque vous avez un partenariat public-privé, et en voyant ce qui s'est réalisé déjà, puisque nous sommes jusqu'à présent dans la période de la crise sanitaire, hormis était le partenariat public-privé, certains projets ne devraient pas se réaliser. Et je pense dans le même sens que le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a vu de loin et a créé un département ministériel du partenariat public-privé. Exactement, et qui continue de faire beaucoup de réalisations. Finalement, aujourd'hui, quelle est la vision à long terme de Edo? La vision à long terme d'Edo, c'est d'être un bureau de référence au Congo, d'abord, parce que nous sommes chez nous, en Afrique et pourquoi pas partout à travers le monde. À travers le monde. Nous avons vu dans le reportage tout à l'heure que vous accordez une grande place à tous les étudiants, parce que vous offrez beaucoup de stages. Nous avons vu sur le chantier, ici au bureau, vous avez recruté. Aujourd'hui, quelle est la place de l'emploi? Est-ce que vous avez prévu créer plus d'emplois ou encore recruter plus de personnel? Comment ça se présente dans ce volet-là? En fait, pour ce volet, la place de l'emploi, c'est même l'une des visions ou des qualités, je peux dire, de notre gérant associé. Parce que dans ce volet, nous avons un partenariat avec l'Université Marien Ngouabi dans son département polytechnique. Nous avons aussi un partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts qui nous envoie des étudiants pour des stages de formation, stages de soutenance, ou encore des stages d'intégration professionnelle. Donc ça nous tient à cœur et ça ouvre ces étudiants-là au monde professionnel. Exactement. Nous avons aussi, par l'ampleur des projets que nous pouvons avoir, employés, nous faire accompagner par des consultants externes. Il y a des consultants parfois qui nous accompagnent, qui nous témoignent que ça fait 2-3 ans, je n'ai pas eu de marché, je n'ai pas eu de boulot. Et pour nous, c'est une fierté pour l'ouverture de l'emploi pour nos collègues. Donc, pas seulement que vous accompagnez les stagiaires, mais également des partenaires qui ont certaines difficultés à décoller. Tout à fait. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que vous va mieux? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ok. Économiste, plus 10 ans d'expérience, analyste financier, consultant, formateur, commercial. Quand il n'est pas devant son ordinateur, il est généralement sur le terrain pour des formations. Aujourd'hui, cadre dans une entreprise de la place, il a décidé d'accorder des formations en analyse financière dans l'optique d'aider les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, mais également les porteurs de projets à mieux maîtriser cet outil fondamental pour le bon fonctionnement d'une entreprise.
La valorisation du capital humain ou encore l'investissement du capital humain passe également par la formation. Et aujourd'hui au Congo-Brazzaville, beaucoup de personnes, beaucoup d'initiatives vont dans ce sens. Sur ce plateau avec moi, Loïc Joubert-Amona, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Première fois que vous venez sur le plateau de Jeunes Émergents Magazine, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors vous, par contre, votre parcours, il est assez diversifié, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes cadre dans une société de la place et vous êtes spécialisé dans les finances ou encore la gestion financière. Mais en dehors de ça, vous avez décidé encore d'accorder des formations ou de donner des formations dans le même sens. Pour le grand public qui nous suit, est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur la personne de Loïc Amona? Alors, premièrement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est de vous dire merci. Merci parce que l'initiative que vous aviez entrepris il y a quelque temps de faire écho des différents profils promoteurs et engagés sur la place congolaise est très louable. Et c'est tout un plaisir pour moi, comme vous venez de le dire tout à l'heure, d'être donc avec vous sur cette scène. Jobré Loïc Amona, comme dit, j'ai 34 ans. Mon parcours, je peux dire qu'il a commencé il y a 12 ans, mais il suit encore son cours parce que les années à venir sont encore en face. J'ai débuté il y a 12 ans lorsque, au lendemain de ma maîtrise en économie, j'ai été embauché au sein de la Banque congolaise de l'habitat en qualité d'analyste crédit. J'y suis resté pendant 3 ans et 6 mois, je crois, avant de rejoindre une autre institution à dimension internationale sur la place. Et tour à tour, j'ai, pendant mon parcours professionnel, continué à capitaliser et à valoriser mon capital humain par des formations. En 2012, j'ai fait un master en management des finances à l'ESGAE, puisque je suis un pur produit local et aussi fier de l'être. En 2015, j'ai validé avec l'École supérieure de la banque mon diplôme ITV. Et de 2015 à ce jour, poursuivant à la fois carrière, je m'enrichis de toutes les formations qui se présentent et qui me permettent effectivement de capitaliser sur mon profil. Et là-dessus, des formations en analyse financière avec HEC, sur la négociation avec l'ESSEC Business School, sur la gestion de projet avec Centrale de Lille et plein d'autres certificats. Et donc pour faire court, voilà ce qu'est donc Loïc Amona que vous avez reçu. Alors, beaucoup de diplômes en poche, une longue expérience et aujourd'hui vous vous retrouvez cadre d'une grande entreprise de la place, on ne va pas peut-être citer le nom. Et en dehors de ça, de vos temps libres, vous avez décidé d'accorder des formations aux entreprises, aux particuliers, où on ne sait à qui. Pourquoi au fait? Alors, et je rappelle que ces formations sont orientées, comme je l'ai ici, vers la bonne gestion financière. Pourquoi spécialement? Alors, l'idée de se déployer dans les formations, déjà qu'en interne où j'évolue, je suis formateur sur les différents thèmes transversaux. Je n'ai pas un thème spécifique sur lesquels j'interviens, mais je suis beaucoup sollicité pour animer des formations sur divers thèmes. Et j'ai été donc sollicité par une amie qui, elle, à l'issue de sa formation, a lancé un cabinet de services financiers qu'on appelle Limi Associés. Et là, elle s'est approchée de moi en me disant, Loïc, ton parcours il est assez intéressant, je vois que tu animes déjà des formations, j'aimerais bien effectivement que tu m'accompagnes dans cette initiative. D'où donc j'interviens en tant que consultant. Et les formations aujourd'hui sont tournées autour des thèmes assez spécifiques, et notamment tout ce qui est lié à la finance entreprise. Pourquoi donc d'un côté je suis formateur et de l'autre, de par la pratique du métier, je m'aperçois qu'effectivement la PME africaine en général et la PME congolaise en particulier éprouvent d'immenses difficultés liées notamment à l'accès au financement et surtout aux questions liées à la gouvernance. Et donc, parmi ces questions liées à la gouvernance, se pose la problématique de la formation. De la formation, oui. Sur des thèmes effectivement liés à la bonne gestion, à la bonne conduite des affaires. Et donc, il est tout à fait important de leur apporter cette expertise qui est née non seulement de l'apprentissage, mais également de la pratique. De la pratique, oui. Pour permettre à ce que l'on arrive à resituer la PME
au sein du tissu économique local, parce que la PME représente un véritable levier de croissance et de développement dans le pays, mais aussi un vrai potentiel pour l'emploi des jeunes qui arrivent sur le marché. Donc, quand on voit les difficultés qu'elles éprouvent pour accéder au financement, et quand on voit également les taux de casse qu'il y a sur les PME, et là on arrive à se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et la réponse qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est la qualification professionnelle, donc la formation axée sur la gestion. Et quand je dis formation axée sur la gestion, c'est permettre effectivement aux promoteurs de ces PME de se doter des outils fondamentaux qui leur permettent de mieux piloter leurs activités. D'accord. Structuration, bonne gestion, orientation, formation, c'est grâce à tous ces outils qu'on a une bonne maîtrise de nos finances en interne. Mais vos formations sont adressées à qui? Est-ce qu'il y a une cible spécifique? Bien entendu que les formations aujourd'hui qui sont dispensées ou qui seront dispensées, donc, qui est d'ailleurs le but poursuivi par le cabinet Limé Associés, ont une cible bien spécifique. Au-delà de la formation académique que tout un chacun a à suivre dans son parcours, il y a ceux qui ont fait une formation en finance, il y en a d'autres qui en ont fait en ressources humaines, d'autres en ont fait en hydrocarbures, en aéronautique. Chacun a suivi un parcours assez précis. Quand on se retrouve dans le monde professionnel et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, les formations prennent un caractère mais vraiment spécifique avec une cible bien définie. Et cela dit, les formations notamment liées à tout ce qui est aspect financier s'adressent aux managers d'entreprise, aux entrepreneurs individuels, aux responsables comptables et financiers des entreprises, aux collaborateurs qui effectivement veulent améliorer leur performance, mais également à tout amateur éclairé des chiffres. Parce que c'est là où effectivement nous tenons à mettre l'accent. Il n'y a pas que des formations qui tournent autour des chiffres comme la gestion financière ou l'analyse financière, mais il y a des formations aussi qualitatives et précises telles que l'expérience client, la compliance, tout ce qui est donc notion KYC, qui elle également touche une cible aussi variée, donc notamment les commerciaux, tous ceux qui exercent les métiers du front, du middle et du back office. Ok. En parlant de Limé Associés et également de formation, vous avez lancé un événement qui va avoir lieu bientôt. Parlez-nous de cet événement. Il y a une session de formation qui est prévue le 15 et 16 octobre prochain au Hilton Doubletree, qui, dans le thème, porte sur les fondamentaux de l'analyse financière. Et le but de cette formation, c'est en contexte de crise, conjugué ou couplé avec une concurrence qui est aujourd'hui accentuée sur le marché, il devient tout aussi important aux entrepreneurs individuels, mais également aux promoteurs des petites et moyennes entreprises et aux collaborateurs de se doter d'outils indispensables pour pouvoir apprécier leurs activités, pour pouvoir apprécier l'efficacité, la rentabilité de leurs entreprises. Et l'analyse financière, c'est cet outil qui est vraiment indispensable, mis à la disposition de ces catégories de personnes dont je venais de citer tout à l'heure, pour leur permettre d'avoir des éléments, d'arguments qui leur permettront non seulement de mieux peaufiner leur stratégie, de mieux suivre les éléments stratégiques de leur activité, mais aussi de se doter d'outils pour pouvoir mieux échanger avec les partenaires financiers qui sont en face, à savoir effectivement les banquiers, parce qu'ils ont tout le temps besoin d'accompagnement en fait. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets ou encore il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous. J'ai bien envie de vous demander comment sont structurées vos formations et surtout quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Alors, tout d'abord, le bénéfice d'une formation, c'est le formateur. Une formation, ce n'est pas simplement de la théorie, mais c'est aussi de la pratique. Pour être un praticien du secteur, pour avoir,
compris les difficultés aujourd'hui que surmontent les PME et pour avoir également compris le rôle indispensable de ces dernières dans le tissu économique, je dirais la valeur ajoutée d'une formation, peu importe le statut de la personne, qu'elle soit manager, qu'elle soit salariée, c'est l'augmentation ou l'amélioration des compétences, l'amélioration de la productivité. C'est aussi une source de motivation personnelle, mais également en bénéfice global pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui. Le fait que je sois, comme je l'ai dit, j'ai quand même 12 années d'expérience de pratique bancaire. Et durant ce parcours, j'étais longtemps analyste en crédit. Je connais les problématiques et donc c'est permettre à ce monde, tous ceux qui rentrent dans le monde de l'entrepreneuriat et tous ceux qui s'y trouvent, de disposer de ces outils pour leur permettre, comme je l'ai dit, de mieux structurer leurs projets. La stabilisation des finances dans une entreprise représente aujourd'hui un véritable levier de développement ou bien de stabilité. Mais quelles sont les différentes stratégies de base qu'il faut avoir pour stabiliser ses finances en interne? Vous savez, Emmanuel, depuis la crise de subprimes de 2007-2008, le paradigme du monde des affaires a beaucoup changé et les financiers occupent encore un rôle prépondérant au sein d'une entreprise. Et le plus souvent, les crises qui surviennent dans une entreprise ne tombent pas comme une pluie en plein midi, elles s'annoncent. La finance devient alors un levier indispensable pour permettre d'assurer la survie, voire la pérennité de la structure. Et cela dit, un financier se doit de suivre 3 fonctions principales. La première fonction, c'est d'assurer la liquidité à son entreprise. En assurant la liquidité à l'entreprise, le financier permet à cette dernière de pouvoir faire face à son passif, donc à ses engagements, de régler ses créanciers et de pouvoir financer sa croissance. Et deuxièmement, c'est une notion qui est capitale, c'est assurer la rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est aussi une mission du financier. Et la troisième fonction, c'est de faire tout en un, une cohérence d'ensemble entre pérennité et rentabilité avec la stratégie, de sorte à ce que l'ensemble des actions qui sont entreprises en amont et que le résultat à obtenir en aval soit au bénéfice de l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez parlé des cas pratiques. Pour cela, quel est le cas pratique que vous pouvez donner pour cette démarche financière-là, ou encore pour ces 3 rôles que doit avoir un bon financier? Quel est l'exemple que vous pouvez donner sur une entreprise ou un cas pratique que vous connaissez? Comme je l'ai dit tantôt, les crises ne tombent pas comme une pluie en plein midi, elles s'annoncent. Donc, généralement, les petits détails ne sont 2 fois pas perçus par les financiers. Tout l'intérêt, effectivement, de suivre des formations, et la formation qui est d'ailleurs proposée en analyse financière va révéler ces aspects. Il y a dans la vie d'une entreprise ce qu'on appelle un effet ciseau. L'effet ciseau, c'est une croissance divergente des produits et des charges. Et donc, vous voyez, le croisement forme comme un ciseau. Et cet effet, s'il n'est pas bien analysé, fait en sorte que l'entreprise, en perdant des positions sur son marché, finit par faire faillite. Et c'est généralement lié à des crises de trésorerie. Vous aviez des revenus qui baissent, mais vous aviez une tendance de charge de coûts fixes ou qui sont maintenus dans la durée. Et ça fait qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à couvrir tout cela. D'accord. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est une notion très capitale dans la vie d'une entreprise qu'on appelle le besoin fonds de roulement. Généralement, on dit le BFR, qui est un décalage de trésorerie entre le moment où je suis payé par mes clients et le moment où je paie mes fournisseurs. C'est un indicateur
mais qui en dit beaucoup sur la position stratégique d'une entreprise sur son marché, sur sa capacité à négocier avec ses clients et sur sa capacité à négocier avec ses fournisseurs. Et donc régler tout ça là de manière à ce que l'on arrive à coordonner entre ces décalages et disposer d'un matelas, voilà des indispensables, des éléments essentiels qui permettront effectivement d'assurer la survie d'une entreprise. La survie d'une entreprise. On en parlait tout à l'heure, entre achat, crédit, créancier, fournisseur, épargne, comment savoir que votre entreprise est rentable? Alors, la rentabilité, on ne peut parler de rentabilité que s'il y a des capitaux investis. S'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas parler de rentabilité. Je sais que l'erreur commune voudrait dire que lorsque j'ai un chiffre d'affaires de X montant, je couvre mes charges et le résultat, là, je suis rentable. Très loin. L'on est très loin. Le résultat qui découle de vos opérations entre tout ce que vous vendez et ce que vous achetez ne traduit pas réellement l'efficacité de votre entreprise. Et la rentabilité, c'est une notion tout autre. La rentabilité, c'est de dire j'ai investi 100, combien je gagne au-dessus de ces 100-là. Le retour sur ce que j'ai investi. Et c'est une notion qui est essentielle parce que quand on parle de rentabilité, on parle de l'efficacité, on parle également de pérennité de l'entreprise. Mais de manière pratique, c'est pour ça que je ne fais que le répéter, on va dire, mais c'est pourquoi ça me revient. De manière assez pratique, j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à venir suivre cette formation parce que la démarche qui est proposée, c'est de dire la création des marges nécessite des investissements qui eux-mêmes nécessitent des financements qui soient suffisamment rentables. Donc vous voyez dans cette chronologie ou dans cette démarche, le mot rentabilité apparaît à la fin. C'est après les marges, c'est après les investissements, c'est après les financements et à ce moment-là on peut parler de rentabilité. C'est une notion bien vaste mais que nous aurons effectivement l'occasion de bien exploiter, de bien développer avec autour de vos formations. Finalement, pour une nouvelle entreprise qui vient de naître ou bien qui vient d'être restructurée, comment se faire financer? La question de financement, que ce soit de la PME comme de la start-up, reste cruciale. Et moi, j'ai vraiment un souci sur de la PME parce que je me dis que ce n'est qu'avec la PME, ce n'est pas avec des grandes entreprises, ce n'est qu'avec de la PME que nous pourrions être en mesure d'assurer la croissance et le développement structuré et à long terme de nos économies et donc de notre économie. D'où il est important vraiment de les accompagner. Cela dit, je suis plutôt pour les startups, on peut me trouver assez trivial, partisan de la théorie qui consiste à dire pas de financement pour une startup, surtout pas bancaire, parce qu'il y a plusieurs types de sources de financement qui permettront d'accompagner les startups. C'est pas forcément le financement bancaire tout de suite, il y a ce qu'on appelle des business angels, ou encore de la famille. Des business angels, c'est des amis qui disent voilà, vous présentez le projet, qui vous apportent en fonds et qui vous permet effectivement de générer un actif et à partir de cet actif, la valeur que prend cet actif, vous allez progressivement ou graduellement vous orienter vers un certain niveau d'investisseurs. C'est juste parce que aussi au niveau local, la microfinance n'est pas trop bien structurée pour accompagner ces startups, parce qu'il y a des contraintes de taux d'intérêt qui sont aussi fort élevées. Et ça, est-ce que c'est l'État qui doit venir juguler ou pas? Mais généralement, c'est assez difficile. Donc, pour une start-up, c'est pas tout de suite en financement bancaire, mais c'est plutôt de l'autofinancement. Non, pour une entreprise qui vient d'être restructurée, les causes de la restructuration, c'est quoi? C'est qu'elle était déjà en faillite. Donc, c'est d'analyser, repartir en arrière, partir de l'expérience, partir du vécu, de dire quelles ont été les causes de cette faillite. Qu'est-ce qui a fait que l'on arrive à faire faillite?
Est-ce que la stratégie, est-ce la stratégie qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas su prendre en compte? Eh bien, parmi les causes de faillite ou de défaut des entreprises, on en cite pour 29% qui sont liés à de mauvais choix managériaux qui impactent généralement sur les finances de l'entreprise. Les finances, la gestion mais dû à quoi? À un manque de formation. Ah oui, le manager peut être bon, mais tant qu'il n'est pas formé au quotidien, ça sera difficile qu'il puisse prévoir tous les pièges. En parlant de l'État, oui, en parlant de l'État, est-ce que si aujourd'hui, avec toutes les crises que nous traversons, l'État décidait de coopérer avec vous, serait prêt à donner des formations au cadre de l'État dans le secteur des finances? Alors, je pense que d'une manière ou d'une autre, nous collaborons déjà avec l'État. Le fait d'être dans cet espace qui appartient à l'État, qui est donc l'État, de par nos activités au quotidien, nous collaborons avec l'État. Et cela dit, une collaboration plus précise, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, l'État a pris de très bonnes initiatives, une très bonne initiative avec la création du fonds d'impulsion et de garantie pour l'artisanat, le FIGA. C'est un organe qui va avoir un rôle, mais vraiment un rôle capital pour accompagner la PME congolaise. Et quitte à ce que la PME, elle aussi, se structure, s'organise sur des critères de gouvernance. Pour permettre à ce que les chiffres, les données qu'elle fournit ou qu'elle présente soient fiables. Le FIGA, oui, effectivement, pourquoi pas, collaborer et apporter ma pierre à cet édifice qui, pour ma part, effectivement, enlève une épine du pied dans tout ce qui est lié à l'équation des PME au sein de l'économie congolaise. Loïc Amona, nous voilà à la fin de notre entretien. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un cas dans une entreprise de la place, longue expérience, 12 ans d'expérience dans le monde de la finance, plusieurs diplômes d'embauche et aujourd'hui vous avez décidé de partager votre connaissance en donnant des formations. Donc vous intervenez comme formateur, conférencier. Nous voilà à la fin de notre émission. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Quel est votre dernier mot? Alors, le dernier mot serait de dire merci également, puisque vous m'avez consacré de votre temps. C'est aussi dire que je ne fais que commencer, dire que mon parcours ne fait que commencer. J'aime souvent ce proverbe italien qui dit « Chi va piano va sano, chi va sano va lontano ». Qui va lentement va sûrement, qui va sûrement va loin. Je reste convaincu qu'il y a du potentiel de par les ressources locales, parce que je suis moi-même un pur produit local. J'ai fait ma Lombardy, j'ai fait... Voilà. Il y a donc du potentiel dans la ressource locale, il y a du potentiel dans la PME locale. L'idée, c'est qu'effectivement, tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à tous ceux qui y sont déjà, à tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est de ne jamais perdre l'opportunité de se faire former. C'est de ne jamais perdre l'opportunité de se faire former. Comme le disait si bien Warren Buffett, le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous gagnez. Prendre le temps de se former, c'est vraiment gagner du temps sur son avenir. Et moi, j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés, les 15 et 16 octobre au Eaton Doubletree, où nous aurons à passer 2 journées ensemble autour d'un thème assez riche et assez structurel, les fondamentaux de l'analyse financière. Il y en a, je ne sais pas si vous savez quelque chose là-dessus, du genre, s'il y a déjà eu des formations de ce genre, mais pour être praticien, j'en ai jamais vu. Et donc nous allons nous instruire ensemble, nous allons effectivement apprendre ensemble pour pouvoir apporter chacun d'une manière ou d'une autre sa pierre à l'édifice. Merci. Merci beaucoup, Loïc. C'est gentil.